Petit feu, Big Brother. La violente tempête passa. Le temps aussi, il s'écoula 3 semaines. L'été, humide et écrasant, planait toujours sur l'Est virginien, mais la rentrée des classes avait eu lieu et les gros bus jaunes du ramassage scolaire se croisaient sur les routes secondaires bien entretenues de la région de Longmont. Non loin de là, à Washington, une nouvelle année de législation, de rumeurs et de médisances commençait, dans une ambiance foraine entretenue par la télévision nationale, les fuites concertées et les vapeurs envahissantes du Bourbon. Rien de tout cela n'avait une grande incidence sur l'atmosphère fraîche et contrôlée des vieilles maisons jumelles, des corridors et des niveaux qui s'étageaient en dessous. Le seul rapport était peut-être que Charlie McGee allait elle aussi à l'école. L'idée qu'elle devait recevoir une instruction venait de Hochstetter. Charlie s'y était opposé, mais John Rinebird avait fini par la convaincre. « Quel mal y a-t-il à ça » avait-il demandé. « Ça n'a pas de sens pour une fille intelligente comme toi de prendre du retard. Merde. Oh, excuse-moi, Charlie. Mais quelquefois, il m'arrive de sacrément regretter de n'avoir pas poursuivi plus longtemps mes études. J'aurais fait autre chose que de frotter les parquets, tu peux me croire. Et puis, ça t'occupera. » Et Charlie avait accepté, pour John. Les tuteurs arrivèrent, le jeune homme qui enseignait l'anglais, la vieille dame qui professait les mathématiques, la femme moins âgée aux lunettes épaisses qui lui donna ses premiers rudiments de français, l'homme dans son fauteuil roulant dont la spécialité était les sciences. Elle les écouta, supposant qu'elle apprenait, mais au fond, elle le faisait pour John. À 3 reprises, John avait risqué sa place pour passer des messages à son père. Elle s'en sentait coupable et se trouvait portée à faire tout ce qu'elle pourrait pour lui donner satisfaction. Il revint avec des nouvelles. Son papa était en bonne santé et il était soulagé de savoir qu'il en allait de même pour Charlie. Il collaborait au test. Cela la perturba légèrement, mais elle était à présent en âge de comprendre, un peu en tout cas, que ce qui était bien pour elle ne l'était pas forcément pour son père. En ces derniers temps, elle avait commencé à se demander si John n'était pas le mieux placé pour décider ce qui était bien pour elle. Avec sa sincérité et sa drôlerie, il jurait sans arrêt puis s'en excusait, ce qui la faisait rire. Il était extrêmement convaincant. Pendant une dizaine de jours, après la panne, il ne parla plus de faire des feux. Quand il discutait de ces choses, il s'installait dans la cuisine où, disait-il, les murs n'avaient pas d'oreilles, et il s'entretenait toujours à voix basse. Ce jour-là, il lui dit « As-tu repensé à cette histoire de feu, Charlie ?» Il l'appelait Charlie à présent et non plus Petite ou la môme, elle le lui avait demandé. Elle se mit à trembler. La seule idée de faire des feux avait cet effet sur elle depuis la ferme des Manders. Elle devenait glacée, nerveuse et frémissante. Dans ses rapports, Hochstetter appelait cela une réaction phobique modérée. « Je te l'ai déjà dit, répondit-elle. Je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas le faire. Pouvoir et vouloir sont des choses différentes, dit John. Il l'avait par terre, mais sans hâte, tout en lui parlant. Son balai bruissait sur le sol. Il s'exprimait à la manière des prisonniers, pratiquement sans bouger les lèvres. Charlie resta muette. « J'ai une ou deux idées à ce propos, dit-il. Mais si tu ne veux pas les entendre, si c'est déjà réglé dans ta caboche, je la boucle. »« Non, vas-y, répondit-elle poliment, mais en souhaitant vraiment qu'il la boucle, qu'il n'en parle pas, qu'il n'y pense même pas, tant cela la mettait mal à l'aise. Pourtant, John avait fait beaucoup de choses pour elle. Elle ne voulait surtout pas l'offenser ou le blesser. Elle avait besoin d'un ami. « Eh bien, commença-t-il, j'étais en train de me dire qu'ils doivent savoir comment le truc s'est emballé à la ferme. Ils seraient sûrement très prudents. Je ne les vois pas en train de te tester dans une pièce pleine de papier et de chiffons gras, n'est-ce pas ?»« Non, mais... » L'une de ses mains s'écarta du balai. « Écoute-moi jusqu'au bout, jusqu'au bout. »« D'accord. Et ils savent aussi que c'est la seule fois que tu as provoqué une véritable, comment dit-on, conflagration. Les petits feux, Charlie, voilà l'idée, des petits feux. Et si quelque chose se produisait, ce qui m'étonnerait, vu que selon moi tu te contrôles mieux que tu ne l'imagines, mais disons, si quelque chose se produisait, qui pourrait-il blâmer, hein, toi ? Non, ces trous du cul qui t'ont tordu le bras dans le dos pendant 6 mois pour que tu le fasses ? Mais non. Oh mon Dieu, excuse-moi. » Ce qu'il disait la terrifiait, et pourtant elle ne put s'empêcher de cacher sa bouche derrière ses mains et de glousser en voyant son expression contrite. John eut lui aussi un petit sourire, puis haussa les épaules. « L'autre idée que j'avais, c'est que tu ne peux pas apprendre à contrôler quoi que ce soit, à moins de t'entraîner encore et encore. » « Mais je m'en fiche de le contrôler ou non, parce que de toute façon je ne le ferai pas. »« Peut-être que si, et peut-être que non, » dit John, buté. Il essora son balai et le posa debout dans un coin. Il jeta l'eau savonneuse dans l'évier, puis remplit le seau à nouveau pour le rinçage.
Il se pourrait que tu le fasses, même sans le vouloir. Oh, ça m'étonnerait. Ou imagine que tu attrapes une mauvaise fièvre, un de ces jours, une grippe ou le croup ou je ne sais pas, bon sang, une espèce d'infection. C'était l'un des rares angles d'attaque utiles que lui avait donné Hochstetter. Est-ce que tu as seulement été opéré de l'appendicite, Charlie? Non. John se mit au rinçage. Mon frère, oui, mais avant ça, l'appendicite a éclaté et il a failli mourir. Faut dire qu'on était indiens, qu'on vivait dans une réserve et que tout le monde se fichait de savoir si on était vivant ou non. Il a eu une fièvre terrible, quelque chose comme 40, et il s'est mis à délirer, à proférer d'affreux jurons et à parler à des gens qui n'étaient pas là. Tu sais qu'il prenait mon père pour l'ange de la mort ou un truc comme ça. Il croyait qu'il venait le chercher pour l'emporter, et il a essayé de le frapper avec un couteau qu'il avait à côté de lui sur la table de nuit. Je t'ai déjà raconté cette histoire, non? Non, fit Charlie dans un murmure. Ce n'était plus la peur d'être entendu, mais la peur tout court, une fascination horrifiée. Et c'est vrai? Demanda-t-elle. Oui, c'est vrai, affirma John. À nouveau, il pressa le balai. Ce n'était pas de sa faute, c'était à cause de la fièvre. Les gens deviennent capables de dire ou de faire n'importe quoi quand ils ont le délire, absolument n'importe quoi. Charlie comprenait ce qu'il voulait dire et sentait la frayeur monter en elle. C'était une chose à laquelle elle n'avait même jamais pensé. Mais si tu arrivais à contrôler ce pyro machin... Mais comment je la contrôlerais si j'avais le délire? C'est une question d'entraînement, Charlie. Rainbird retrouva la vieille métaphore de Van Less, celle qui avait tellement dégoûté Cap près d'un an auparavant. C'est comme devenir propre. Une fois que tu as pris le contrôle de tes boyaux et de ta vessie, c'est pour de bon. Il arrive aux gens qui ont le délire de mouiller leurs draps en transpirant, mais c'est rare qu'ils pissent au lit. Hochstetter avait fait remarquer qu'il s'agissait d'une vérité relative, mais Charlie ne pouvait pas le savoir. Enfin, bref, reprit-il, tout ce que je peux dire, c'est que si tu obtenais ce contrôle, tu n'aurais plus de soucis à te faire, ce serait fini. Mais pour y arriver, il faut que tu t'entraînes encore et encore, exactement comme tu as appris à lasser tes souliers ou à écrire à la maternelle. Mais je ne veux plus faire de feu, je ne veux plus. Et voilà, je t'ai encore fâché, gémit John. Je t'assure que je ne voulais pas. Excuse-moi, Charlie, je n'en parlerai plus, moi et ma grande gueule. Pourtant, la fois d'après, ce fut elle qui en parla. C'était 3 ou 4 jours plus tard, et elle avait réfléchi intensément à ce qu'il lui avait dit. Elle était sûre d'avoir mis le doigt sur une faille de son raisonnement. « Ça sera sans fin, dit-elle. Ils en demanderaient toujours plus. Si tu savais comme ils nous ont poursuivis, ils n'abandonnent jamais. Et si je commence, ils voudront des feux plus grands et encore plus grands, et des feux de joie, je ne sais pas, et j'ai peur. » Là encore, il l'admira. Elle possédait une intuition et une finesse naturelle incroyablement aiguisées. Il se demanda quelle serait la réaction de Hochstetter quand il lui apprendrait que Charlie McGee avait une idée extrêmement claire de ce que pouvait être leur remarquable plan top secret. Tout leur rapport sur la fillette se fondait sur la supposition que la pyrokinésie n'était que la pièce centrale de facultés psy-connexes. Selon Rainbird, son intuition comptait au rang de ses facultés. Son père n'avait pas arrêté de leur répéter qu'elle avait su qu'Alsteinovitch et les autres allaient venir à la ferme des Manders, bien avant qu'ils n'arrivent. C'était une idée effrayante. Si jamais une de ces intuitions bizarres lui venait à propos de sa sincérité à lui, eh bien, on dit qu'il n'y a pas dans tout l'enfer furie plus dangereuse qu'une femme trahie, et si la moitié de ce qu'il supposait d'elle était vrai, elle était parfaitement capable de déclencher l'enfer, ou au moins d'en fabriquer une copie très satisfaisante. Et lui risquait de se retrouver au centre d'une situation extrêmement brûlante, ce qui ajoutait un certain sel à l'affaire, un sel qui manquait depuis trop longtemps. « Charlie, déclara-t-il, je n'ai pas dit que tu devrais faire toutes ces choses-là pour rien. » Elle le regarda, interloquée. John souffla. « Je ne sais pas exactement comment le formuler, mais j'imagine que je commence à t'aimer un peu. Tu es comme la fille que je n'ai jamais eue, et la façon dont il te garde claquemuré ici, avec interdiction de voir ton père, interdiction de sortir, interdiction de profiter des choses auxquelles toutes les autres petites filles ont droit, ça commence à me rendre malade. » Il laissa son œil valide flamboyer, l'effrayant un peu. « Tu pourrais obtenir des tas de choses en marchant avec eux, et en passant quelques marchés. »« Des marchés ?» s'étonna Charlie, complètement désorienté. « Oui, c'est sûr. Tu pourrais obtenir d'eux qu'ils te laissent sortir au soleil, je parie, ou même qu'ils te permettent d'aller à Longmont faire des courses. Tu pourrais quitter cette fichue boîte et t'installer dans une vraie maison, voir d'autres enfants. Et voir mon père ? Oui, ça aussi, bien sûr. Mais ça, c'était une chose qui ne se produirait jamais,
car si le père et la fille rassemblaient leurs morceaux du puzzle, ils découvriraient que John, l'aimable factotum, était simplement trop beau pour être vrai. Rainbird n'avait jamais fait parvenir un seul message à Andy McGee. Hochstetter estimait que c'était prendre des risques pour rien, et Rainbird, qui la plupart du temps tenait Hochstetter pour le dernier des trous du cul, était d'accord avec lui. C'était une chose que d'abuser une gosse de 8 ans, avec des contes de fées sur les oreilles des murs, et sur la nécessité de chuchoter pour ne pas être entendu. Mais c'en était une autre que de rouler son père avec les mêmes histoires, même s'il avait déjà avalé l'appât, l'hameçon et le bouchon. McGee était effaré, mais sans doute pas assez pour ne pas comprendre qu'il ne faisait guère plus à présent que d'appliquer sur Charlie la technique du bon flic et du méchant flic, un procédé en vigueur dans tous les postes de police depuis des siècles et des siècles. Aussi entretenait-il l'illusion qu'il portait les messages de la petite fille Andy, exactement comme il cultivait des tas d'autres légendes. À dire vrai, il voyait McGee assez souvent, mais seulement sur les écrans des postes de monitoring. Il était exact qu'Andy collaborait au test, à ce détail près qu'il se trouvait à plat, incapable de pousser un gosse à manger une sucette. Annihilé, uniquement intéressé par sa télé et par l'heure de la prochaine pilule. Il ne demandait plus jamais à voir sa fille. Retrouver son père et découvrir ce qu'il lui avait fait pourrait très bien durcir à nouveau la résistance de l'enfant au moment où Rainbird se sentait près de la briser définitivement. Elle voulait être convaincue maintenant. Non, Charlie McGee était en mesure de tout négocier, sauf ça. Elle ne reverrait jamais son père. Avant longtemps, se dit Rainbird, Cap embarquerait Andy dans un avion de la boîte et l'expédierait à Maui. Encore une chose que la fillette n'avait pas besoin de savoir. « Tu crois vraiment qu'ils me laisseront le voir » demanda-t-elle. « Oh, sans aucun doute, » répliqua-t-il avec aisance. « Pas tout de suite, bien sûr. Il est leur meilleure carte, et ils le savent. Mais si tu vas jusqu'à un certain point, avant d'annoncer que tu les laisses en plan, à moins qu'ils ne te permettent de le voir... » Sa phrase resta en suspens. L'appât était dehors, un gros leurre brillant, fendant l'eau, garni d'hameçons et de toute façon incomestible, mais ça, cette petite poulette endurcie l'ignorait. Elle le regarda songeuse, et le sujet fut abandonné pour la journée. Et puis, environ une semaine plus tard, Rainbird changea abruptement de tactique. Il le fit sans raison précise, parce que sa propre intuition lui soufflait qu'il n'irait pas plus loin en argumentant. Il était temps de supplier, comme dans l'histoire d'oncle Rémus. Frère Lapin avait supplié frère Renard de ne pas le jeter dans un fourré de ronces pour obtenir exactement la chose inverse. « Tu te souviens de quoi on a parlé ?» Il ouvrit la conversation tout en cirant le sol de la cuisine. Debout devant le frigo, elle faisait semblant d'hésiter sur le choix d'un encas. L'un de ses pieds, rose et net, était dressé derrière l'autre, de sorte qu'il pouvait en voir le dessous. Il trouvait cette pose curieusement évocatrice de la mi-enfance, pré-érotique d'une certaine façon, presque mystique. Son cœur à nouveau s'emballa. Elle le regardait par-dessus son épaule, suspicieuse. Ses cheveux, noués en queue de cheval, tombaient le long de son cou. « Oui, dit-elle, je m'en souviens. »« Eh bien, j'ai réfléchi, et je me suis demandé de quel droit je donnais des conseils. Moi qui ne suis pas fichu d'obtenir un prêt de 1 000 $ à la banque pour m'acheter une voiture. »« Mais, John, ça veut rien dire. »« Oh si, au contraire. Si j'étais malin, j'aurais été un type comme ce Hochstetter, avec de l'instruction. » Dédaigneuse, elle répondit. « Mon papa dit toujours que s'acheter de l'instruction est à la portée du premier imbécile venu. » Au fond de lui-même, il jubila. 3 jours plus tard, le poisson avala l'appât. Charlie lui annonça qu'elle avait décidé de les laisser mener leurs tests, mais elle serait prudente. Et s'il le fallait, elle saurait les rendre prudents, eux aussi. Son visage était maigre, ses traits pâles et tirés. « N'accepte pas, à moins d'y avoir réfléchi à fond, » dit John. « J'ai essayé, » murmura-t-elle. « Et tu vas le faire pour eux ?»« Non. »« Ah bon, et tu vas le faire pour toi ?»« Oui, pour moi, et pour mon père. »« Parfait. Et Charlie, c'est toi qui mènes le bal, tu comprends ? Tu leur as montré que tu pouvais être dur. Maintenant, il ne faut pas qu'ils voient la moindre faiblesse. S'ils en trouvent une, ils s'en serviront. Joue sévère, hein, tu saisis ? Oui, je crois. C'est donnant, coup pour coup, et pas de cadeau, hein. Ses épaules s'affaissèrent un peu. Le feu déserta son œil. Elle détestait le voir ainsi, déprimé et vaincu. Ne les laisse pas te traiter comme ils m'ont traité. J'ai donné 4 ans de ma vie et un œil à mon pays. J'ai passé 12 mois dans un trou dans le sol, à manger des insectes et à trembler de fièvre, à respirer l'odeur de ma propre merde et à m'épouiller le crâne. Et quand j'en suis sorti, ils m'ont dit « Merci bien, John », et ils m'ont mis un balai dans les mains. Ils m'ont arnaqué, Charlie, tu comprends ? Ne les laisse pas te faire la même chose. « Je comprends », déclara-t-elle solennellement. Il commença à se dérider, puis sourit. « Et c'est pour quand, le grand jour ?»
Je vois le docteur Hochstetter demain. Je vais lui dire que j'ai décidé de coopérer un peu. Je lui dirai aussi ce que je veux. Eh bien, n'en demande pas trop du premier coup, comme à la foire, tu sais. Montre-leur un échantillon de tes merveilles avant de piquer leur oseille. Elle acquiesça. Mais tu leur fais voir qui tient les rênes, hein? Qui est le patron? Oui, dit-elle. Son sourire s'élargit. Bonne petite, dit-il. Hochstetter était furieux. Mais à quel jeu jouez-vous, bon Dieu? Lança-t-il à Rainbird. Il se trouvait dans le bureau de Cap. Il avait osé élever la voix, pensa Rainbird, parce que Cap est là pour faire l'arbitre. Puis il observa à nouveau les yeux bleus et brûlants de Hochstetter, ses joues empourprées, ses jointures blanchies, et dut admettre qu'il se trompait probablement. Il avait eu l'audace de franchir des grilles du jardin sacré du psychiatre. Le règlement de compte qu'il avait provoqué après la fin de la panne était une chose. Hochstetter avait commis une erreur dangereuse et le savait. Là, c'était totalement différent. Rainbird se contenta de dévisager le psychiatre. « Vous nous avez soigneusement amenés à l'impasse. Vous savez très bien qu'elle ne verra pas son père. »« C'est donnant, fit-il, outrant furieusement son imitation. « Espèce d'idiot !» Rainbird continuait de le dévisager. « Ne me traitez plus jamais d'idiot, dit-il d'une voix parfaitement neutre. Hochstetter sia, mais presque imperceptiblement. « Allons, messieurs, intervint Cap d'un ton là, je vous en prie. » Il y avait un magnétophone sur son bureau. Il venait d'écouter la conversation que Rainbird avait eue avec Charlie le matin même. Apparemment, le docteur Hochstetter n'a pas pris conscience que son équipe et lui vont enfin obtenir quelque chose, dit Rainbird. Ce qui va enrichir leur stock de connaissances pratiques d'environ 100%, si mes calculs sont exacts. Le résultat d'un accident totalement imprévu, lâcha Hochstetter, renfrogné. Un accident que vous avez été trop borné pour provoquer à votre profit, rétorqua Rainbird. Trop occupé à jouer avec vos rats, sans doute. Messieurs, c'est assez, s'écria Cap. Nous ne sommes pas ici pour nous laisser aller aux récriminations. Ce n'est pas le but de cette réunion. Il regarda Hochstetter. Vous allez devoir apprendre le fair play, dit-il. Je suis forcé de reconnaître que vous faites preuve de bien peu de gratitude. Hochstetter grommela. Cap se tourna vers Rainbird. Quant à vous, je trouve que vous avez poussé votre rôle de conseiller un peu loin, vers la fin. Vous le pensez vraiment? Demanda Rainbird. Alors vous ne comprenez toujours pas? Son regard alla de Cap à Hochstetter, puis revint à Cap. Je crois que l'un comme l'autre, vous démontrez une incompréhension quasi paralysante. Vous disposez de 2 psychiatres pour enfants, et s'ils sont représentatifs de leur corporation, il doit y avoir dans ce pays un paquet de gosses perturbés qui n'ont pas fini d'en baver. Facile à dire, intervint Hochstetter. Vous ne comprenez pas à quel point elle est maligne, coupa Rainbird. Vous ne comprenez pas à quel point elle est apte à détecter les effets et les causes. Travailler avec elle, c'est avancer en terrain miné. Je lui ai donné l'idée de la carotte et du bâton parce qu'elle y aurait pensé toute seule. En la devançant, j'ai consolidé la confiance qu'elle a en moi, et j'ai, de fait, tourné un inconvénient en avantage. Hochstetter ouvrit la bouche. Cap leva la main et pivota vers Rainbird. Il parla sur ce ton doux et apaisant qu'il n'employait avec personne d'autre, mais au fond, il n'y avait pas d'autre John Rainbird. Cela ne change rien au fait que vous avez probablement limité les possibilités de Hochstetter et de son équipe. À un moment ou à un autre, elle comprendra que son ultime requête, voire son père, ne sera pas satisfaite. Nous sommes tous d'accord sur l'idée que cette autorisation risquerait de nous priver d'elle à jamais. Tout juste, lança Hochstetter. Et si elle est aussi fine que vous le dites, reprit Cap, elle sera portée à poser sa condition impossible plutôt que prévu. Elle la posera, concéda Rainbird, et là, ce sera la fin. Si elle le voyait, elle comprendrait que je lui ai menti et que je travaille pour vous. Donc la question se formule autrement. Combien de temps allez-vous pouvoir vous servir d'elle? L'Indien se pencha en avant. 2 précisions. D'abord, il faut vous faire à l'idée qu'elle n'allumera pas des feux pour vous jusqu'à la fin des temps. C'est un être humain, une petite fille qui veut voir son papa, pas un rat de laboratoire. Nous avons déjà, commença impatiemment le psychiatre. Non, vous n'avez pas, le coupa Rainbird. Cela nous renvoie au fondement du système des récompenses dans l'expérimentation. La carotte et le bâton. En allumant des feux, Charlie pense qu'elle agite une carotte qui vous conduira, et la conduira à son père. Mais nous savons que c'est faux. En fait, c'est son père, la carotte, et c'est nous qui faisons avancer Charlie. Une mule labourera ses légendaires 40 acres en essayant d'attraper cette carotte qui se balance devant ses yeux parce que c'était un animal stupide. Mais cette petite fille n'est pas stupide. Il observa Cap et Hochstetter. Je sais, je me répète, c'est comme enfoncer un clou dans du chêne, et du chêne de première souche. Ça rentre mal, vous voyez pas?
Vous passez votre temps à oublier que tôt ou tard, elle découvrira le poteau rose et elle vous enverra promener. Parce que ce n'est pas une mule, ni un rat de laboratoire. Et toi, tu veux qu'elle abandonne, pensa Cap avec un lent dégoût. Tu veux qu'elle abandonne pour pouvoir la tuer. Donc, vous devez démarrer à la case départ, poursuivit Rainbird, c'est-à-dire commencer. Ensuite, vous chercherez des moyens de prolonger sa coopération aussi longtemps que possible. Puis, quand ce sera fini, vous rédigerez votre rapport. Si vous avez réuni assez d'informations, vous recevrez votre récompense sous forme de crédit conséquent. On vous laissera manger la carotte. Alors vous pourrez recommencer à injecter votre brouette sorcière à une autre bande de pauvres crétins ignorants. Vous devenez insultant, fit Hochstetter d'une voix mal contenue. C'est toujours mieux que d'être un con fini, répliqua Rainbird. Et comment vous y prendriez-vous pour prolonger sa coopération demanda Cap. Vous pouvez lui faire du chemin, simplement en lui accordant de petits privilèges, répondit Rainbird. Une promenade sur la pelouse, ou toutes les petites filles aiment les chevaux. Je parie que vous obtiendriez une demi-douzaine de feux, rien qu'en envoyant un palefrenier la balader dans les allées cavalières sur l'un des poneys de l'écurie. Ce qui devrait suffire à tenir une douzaine de ronds de cuir comme Exeter sur la brèche pendant au moins 5 ans. Le psychiatre s'écarta de la table. Je n'ai aucune raison de rester pour entendre ça. Ah si, et taisez-vous, dit Cap. Une bouffée brûlante embrasa le visage de Hochstetter, et pendant un instant, il parut prêt à se battre. Puis le sang reflua et il sembla qu'il allait fondre en larmes. Il se rassit. Laissez-la aller en ville, faire des emplettes, reprit Rainbird. Vous pouvez peut-être organiser une petite expédition à Seven Flags, en Georgie, de façon à ce qu'elle essaye les montagnes russes. Peut-être même en compagnie de son fidèle ami John le factotum. Et vous croyez sérieusement que ces choses suffiront à... commença Cap. Oh non, pas pour longtemps, le coupa à nouveau Rainbird. Un jour ou l'autre, on en reviendra à la question du père, mais elle est humaine. Elle pense aussi à elle. Elle fera du chemin sur la route qui vous intéresse, rien qu'en se justifiant vis-à-vis d'elle-même, en se disant qu'elle vous offre un échantillon avant de piquer votre pognon. Mais tôt ou tard, ce cher vieux paternel retombera sur le tapis, ça oui. La trahison, ce n'est pas son genre. Elle est costaud, cette môme. Et là, ce sera le terminus, dit Cap, pensif. Tout le monde descend, fin du projet, de cette phase, en tout cas. Par beaucoup de côtés, l'idée d'apercevoir le bout de la ligne le soulageait énormément. Pas tout à fait, non, répondit Rainbird, affichant son sourire sans joie. Il nous reste un atout dans la manche. Une dernière grosse carotte, quand toutes les petites auront fait leur temps. Pas à son père, pas le Grand Prix, mais quelque chose qui la fera avancer encore un peu. Mais de quoi peut-il bien s'agir demanda Hochstetter. À vous de trouver, dit Rainbird, toujours souriant. Et il se tut. Cap en était capable, malgré les filochements qu'il avait subis au cours de ces derniers 6 mois. Même en tournant à la moitié de ses possibilités, il avait plus de cervelle que la plupart de ses employés, et que tous les prétendants à sa succession. Hochstetter, lui, ne trouverait rien du tout. Il était depuis longtemps plusieurs étages au-dessus de son niveau d'incompétence, un phénomène plus fréquent dans la bureaucratie fédérale que partout ailleurs. Hochstetter n'aurait pas pu retrouver une botte de foin dans une meule d'aiguille. Non pas qu'il fût de la moindre importance que l'un ou l'autre découvre ce qu'était la carotte finale de ce petit concours, la carotte surprise, pourrait-on dire. Les résultats resteraient inchangés. Simplement, d'une manière ou d'une autre, cela placerait Rainbird au poste de pilotage. Il aurait pu leur demander « Qui est son père, à votre avis, à présent que son père n'est plus là ?» Mais au fond, qu'ils se débrouillent. À eux de trouver, s'ils en étaient capables. John Rainbird ne se départit pas de son sourire. Andy McGee était assis devant sa télé. Le petit voyant du sélecteur de programme posé sur le récepteur brillait. Sur l'écran, Richard Dreyfuss essayait de dresser la butte du diable dans son living room. Andy suivait le film, une expression de plaisir vacant et calme sur le visage. Intérieurement, il bouillait de nervosité. C'était aujourd'hui le grand jour. Pour lui, les 3 semaines qui venaient de s'écouler, depuis la panne, avaient été une période de tension et d'efforts presque insupportables, entrecoupés d'éclats de gaieté teintés de culpabilité. Il se trouvait à même de comprendre aussi bien comment le KGB pouvait inspirer une telle terreur que l'exaltation qu'avait dû ressentir le Winston Smith de George Orwell au cours de sa brève, folle et furtive rébellion. Il détenait un secret, à nouveau. Un secret qui le travaillait et le rongeait, mais qui, dans le même temps, lui donnait la sensation d'être redevenu puissant et complet. Cela lui conférait un avantage sur eux. Dieu seul savait combien de temps il pourrait le maintenir et à quoi cela aboutirait, mais pour l'instant il en profitait. Il était presque 10 heures du matin, et Pinchot, l'homme au sourire éternel, s'était annoncé pour 10 heures. Ils iraient se promener dans le jardin afin de discuter de ses progrès.
Andy avait l'intention de le pousser, ou au moins d'essayer. Il aurait pu fournir cet effort plus tôt, sans les systèmes de surveillance télé et les innombrables dispositifs d'écoute. L'attente lui avait donné l'occasion de réfléchir à son plan d'attaque, de le sonder sans relâche pour en détecter les points faibles. Il avait en fait écrit et réécrit bien des fois dans sa tête diverses parties du scénario. La nuit, allongé sur son lit dans l'obscurité, il y avait repensé encore et encore. Big Brother vous regarde. Voilà ce qu'il faut te répéter, garder bien clair dans ton esprit. Ils te retiennent prisonnier dans le cerveau antérieur de Big Brother, et si tu veux vraiment aider Charlie, tu dois continuer à les tromper. Il n'avait jamais si peu dormi de sa vie, principalement parce qu'il était terrifié par l'idée de parler dans son sommeil. Certaines nuits, il restait éveillé pendant des heures, couché, n'osant ni bouger ni se tourner, au cas où il se demanderait comment un homme drogué pouvait se montrer si agité. Et s'il sombrait, c'était dans un sommeil fragile, traversé de rêves étranges, où revenait souvent la silhouette de Long John Silver, le pirate borgne à la jambe de bois. Échapper aux pilules était le plus facile, car ils étaient persuadés qu'il était désireux de les prendre. On lui en donnait 4 fois par jour maintenant, et il n'y avait plus eu aucun test depuis la panne. À son avis, ils avaient renoncé, et c'était ce que Pinchot allait lui apprendre aujourd'hui, au cours de leur promenade. Parfois, il feignait une toux pour recracher les pilules dans le creux de sa main. Il les cachait dans les reliefs de ses repas, qu'il jetterait plus tard au vide-ordures. D'autres disparaissaient dans les toilettes. En certaines occasions, il cédait de ginger ale, soi-disant pour les faire passer. En fait, il les crachait au fond de la boîte à moitié pleine et les laissait s'y dissoudre. À la suite de quoi, il vidait le liquide éventé dans l'évier. Pourtant, ce n'était pas un professionnel de ce genre de choses, comme les gens qui l'observaient. Mais il s'appuyait sur le postulat que leur surveillance s'était relâchée, faute de quoi il se ferait prendre, point à la ligne. Dreyfus et la femme dont le fiston avait été emmené en balade par les types de la soucoupe escaladaient le flanc de la butte du diable, quand le queener signalant l'ouverture des verrous électroniques retentit brièvement. Andy s'obligea à ne pas sursauter. « Nous y sommes, se répéta-t-il. Herman Pinchot pénétra dans le living-room. Il était plus petit qu'Andy, mais très mince, et il y avait en lui quelque chose de discrètement efféminé, mais Andy n'aurait pu établir avec précision de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, il était chou comme tout, dans son fin col roulé gris et sa veste d'été, et bien sûr, il souriait. « Bonjour, Andy, dit-il. « Oh, fit Andy, s'arrêtant comme pour réfléchir. « Bonjour, docteur Pinchot. »« Ça vous ennuierait que je coupe la télé » demanda le docteur. « Nous sommes censés aller faire un tour, vous savez. »« Oh !» Les sourcils d'Andy se froncèrent, puis son front se dérida. « Oh, pas de problème. Je l'ai déjà vu 3 ou 4 fois, mais j'aime bien la fin, c'est très joli. La soucoupe l'emmène dans les étoiles. »« Vraiment ?» Pinchot éteignit le téléviseur. « Alors, on y va ?»« On va où ?» demanda Andy. « C'est la promenade, dit patiemment Herman Pinchot. Vous vous souvenez ?»« Oh oui, fit Andy, bien sûr. » Il se leva. Le vestibule qui précédait la chambre d'Andy était vaste et carrelé, doté d'un éclairage tamisé et indirect. Non loin de là se trouvait une salle de communication ou un centre informatique. Des gens y entraient, portant des cartes perforées, en sortaient chargés de liasses de bandes imprimées, et l'on entendait le bourdonnement des machineries légères. Un jeune homme vêtu d'une veste sport flambant neuve, l'essence même de l'agent gouvernemental, poireautait devant la porte de l'appartement d'Andy. Une bosse était visible sous son bras. Il faisait partie de la procédure standard. Ils allaient emboîter le pas aux 2 hommes, aux aguets, mais hors de portée de voix. Andy pensa qu'il ne poserait pas de problème. Quand Pinchot et lui passèrent devant l'agent, celui-ci leur emboîta effectivement le pas, les suivant en direction de l'ascenseur. Le cœur d'Andy battait si fort à présent qu'il avait l'impression que tout son thorax s'en était ébranlé. Pourtant, l'air de rien, il restait vigilant à tous les détails. Il compta une 12aine de portes dépourvues de toute inscription. Il en avait vu certaines ouvertes au cours d'autres passages dans ce corridor, l'une sur une petite bibliothèque spécialisée, une seconde sur une salle de photocopie, mais sans jamais en tenir un compte précis. Charlie pouvait se trouver derrière n'importe lequel de ces battants, ou carrément dans une autre partie du complexe. L'ascenseur était assez grand pour admettre un brancard d'hôpital. Pinchot sortit ses clés, en tourna une dans une fente et poussa l'un des boutons sans marque apparente. Les portes se fermèrent et la cabine s'éleva en douceur. L'agent de la boîte s'était adossé à la paroi du fond. Andy se tenait droit, les mains dans les poches de son Lee Rider, un petit sourire vide aux lèvres. Les portes se rouvrirent sur ce qui avait été autrefois une salle de bal. Le sol était constitué d'un parquet de chêne poli. De l'autre côté de l'énorme pièce, un escalier en spirale élevait sa double hélice gracieuse vers les étages supérieurs.
À gauche, des portes-fenêtres à la française ouvraient sur une terrasse ensoleillée dominant un jardin rocailleux. De la droite provenait le cliquetis à peine étouffé par de lourdes portes de chêne entr'ouvertes d'un pool de secrétaires occupé à dactylographier les 2 sacs postaux de paperasserie de la journée. Et de partout montait l'odeur des fleurs fraîches. Pinchot ouvrit la voie, et comme toujours, Andy fit un commentaire sur le parquet chevillé, semblant le remarquer pour la première fois. Ils sortirent par les portes-fenêtres, le fantôme de la boîte sur leurs talons. L'air était très chaud, extrêmement humide. Des abeilles bourdonnaient paresseusement. Au fond du jardin se voyaient des hydrangeas, des forsythias et des massifs de rhododendrons. On entendait les tondeuses, décrivant leur cercle perpétuel. Andy leva son visage vers le soleil avec une reconnaissance qui n'était pas feinte. « Comment vous sentez-vous » lui demanda Pinchot. « Bien, bien, » répondit-il. « Et savez-vous qu'il y a près de 6 mois que vous êtes ici » fit le médecin, comme il aurait dit « C'est fou ce que le temps passe quand on profite de la vie. » Ils tournèrent à droite sur une allée de gravier. Le parfum du chèvrefeuille et du sassafras flottait dans l'air immobile. De l'autre côté de la mare, près de la seconde maison, 2 chevaux passèrent, menant un pas indolent. « Ça fait long, » dit Andy. « Oh oui, un bail. » Pinchot sourit. « Et nous sommes arrivés à la conclusion que votre pouvoir c'est affaibli, Andy. En fait, nous n'avons obtenu aucun résultat notable. »« Avec toutes ces drogues que vous m'infligez sans arrêt, » répondit Andy, « vous ne pouvez pas espérer que je fasse de mon mieux si je suis défoncé. » Pinchot s'éclaircit la gorge, mais ne fit pas remarquer qu'Andy s'était trouvé totalement à jeun pour les 3 premières séries de tests, qui n'avaient pas été plus concluantes pour autant. « Je veux dire, j'ai fait de mon mieux, docteur Pinchot, j'ai essayé. »« Oui, oui, bien entendu, » dit le médecin. « Et nous pensons enfin, je pense, que vous méritez des vacances. La boîte possède une petite installation à Maui, dans la chaîne d'Hawaï. Quant à moi, il va falloir que je rédige mon rapport semestriel. Que penseriez-vous » Le sourire de Pinchot devint le rictus forcé d'un présentateur de jeux télévisés. Sa voix prit les inflexions de celle d'un adulte faisant à un enfant des promesses mirobolantes. « Que penseriez-vous d'une petite recommandation qui vous permettrait d'être envoyé là-bas le plus vite possible ?» Pour y rester quelque chose comme 2 ans, songea Andy, ou 5, histoire de garder un œil sur lui au cas où ses facultés de domination mentale reviendraient, et de s'en servir comme d'un atout majeur si des difficultés imprévues surgissaient entre Charlie et eux. À l'issue de quoi surviendrait sans aucun doute un accident, une overdose ou un suicide, et selon la terminologie d'Orwell, il deviendrait non existant. « Vous me laisserez mes médicaments » demanda-t-il. « Oui, évidemment, » répondit Pinchot. « Hawaï, » fit Andy, rêveur. Puis il regarda le médecin avec une expression dont il espérait qu'elle traduisait une stupidité matoise. « Mais le docteur Hochstetter ne me permettra pas de partir. Il ne m'aime pas, je le sais. »« Mais si, il vous aime bien, Andy. Et de toute façon, vous êtes mon protégé, pas celui du docteur Hochstetter. Je peux vous affirmer qu'il se rangera à mon avis. »« Mais vous n'avez pas encore écrit votre mémorandum » demanda Andy. « Non, je voulais vous en parler d'abord. Je vous assure que l'accord de Hochstetter n'est qu'une formalité. Il serait peut-être plus sage de procéder à une dernière série de tests, dit Andy, et il poussa légèrement, juste par précaution. Les paupières de Pinchot battirent soudain d'une étrange manière. Son sourire s'altéra, se teinta de stupeur, puis s'estompa complètement. C'était lui, à présent, qui paraissait drogué. Cette idée procura à Andy une satisfaction mauvaise. Les abeilles bourdonnaient dans les corolles. L'odeur de l'herbe coupée, lourde et entêtante, emplissait l'atmosphère. « En rédigeant votre rapport, suggérez une dernière série de tests, » répéta Andy. Le regard de Pinchot s'éclaircit, son sourire radieux réapparut. « Bien sûr, cette histoire d'Hawaï doit rester entre nous pour l'instant, » dit-il. « Au moment de rédiger mon rapport, je compte suggérer une dernière série de tests. Ce sera plus sage, vous comprenez, juste par précaution. »« Mais ensuite, je pourrais aller à Hawaï » demanda Andy. « Oui, » répondit le médecin. « Ensuite, bien sûr. »« Une nouvelle série de tests peut prendre environ 3 mois » demanda Andy. « Oui, c'est cela, 3 mois. » Pinchot jeta à Andy le regard rayonnant qu'on adresse à un élève doué. Ils approchaient de la mare. Des canards glissaient paresseusement sur le miroir de la surface. Les 2 hommes s'arrêtèrent. Derrière eux, le type en veston sport observait une cavalière et un cavalier entre 2 âges, passant au petit trot le long de l'autre berge. Leur reflet n'était troublé que par le sillage rectiligne d'un canard traversant sans effort. Andy songea que le couple ressemblait étrangement à ces personnages qu'on voit sur les bulletins publicitaires des compagnies d'assurance, le genre de dépliant glissé dans les journaux du dimanche qui atterrit invariablement sur vos genoux ou dans votre bol de café.
Il ressentait dans son crâne une petite pulsation douloureuse. Pas si mal. Tout à sa nervosité, il avait bien failli pousser Pinchot beaucoup plus fort qu'il n'était nécessaire, et le jeune agent aurait risqué de s'en apercevoir. Il ne semblait pas les surveiller, mais Andy n'était pas dupe. « Parlez-moi un peu des routes et des paysages de la région, dit-il calmement au médecin, et il envoya une seconde poussée légère. D'après les bribes de conversation qu'il avait pu surprendre, il savait qu'il ne se trouvait pas tellement loin de Washington, mais bien sûr pas aussi près que le centre d'opération de la CIA de Langley. Ses informations topographiques s'arrêtaient là. « Très joli, fit Pinchot d'une voix flottante, surtout depuis qu'ils ont bouché les trous. »« Ravissant, oui, déclara Andy, et il se tut. Parfois, la poussée déclenchait chez celui qui la subissait le retour quasi hypnotique d'un souvenir fossile, généralement par le biais d'une obscure association d'idées, et il n'était pas recommandé d'interrompre ce qui s'ensuivait. On risquait de provoquer un effet d'écho. Cet écho pouvait devenir un ricochet, et le ricochet avait des chances de déboucher sur n'importe quoi, ou presque. Cela s'était produit avec l'un de ses cadres, à la Walter Mitty, et Andy s'était payé une trouille de tous les diables. Le dénouement, dans ce cas, avait été heureux, mais imaginez ce qui se passerait si l'ami Pinchot se trouvait soudain en proie à une attaque d'horreur hurlante. Ça n'avait rien d'un bonheur. « Ma femme l'adore, reprit le médecin de la même voix rêveuse. « Qu'est-ce que c'est » demanda Andy. « Ce qu'elle adore. »« Son nouveau vide d'ordure. Il est très... » Sa phrase mourut. « Très joli » suggéra Andy. Le type en veste sport s'était rapproché. Il sentit une fine pellicule de sueur se poser sur sa lèvre supérieure. « Très joli » acquiesça Pinchot, jetant un regard vague à la mare. L'agent continuait à s'approcher, et Andy décida qu'il devait prendre le risque d'une nouvelle poussée, très restreinte. Le médecin se tenait près de lui, comme un téléviseur au tube grillé. L'agent ramassa un petit morceau de bois et le lança dans l'eau. À l'endroit où le projectile toucha la surface, une onde concentrique vibrante se forma. Les yeux de Pinchot sillèrent. « La région est très jolie par ici, dit-il. Très vallonnée, vous savez. Excellente pour les promenades à cheval. Ma femme et moi montons une fois par semaine quand notre emploi du temps nous le permet. Je pense que la ville la plus proche est Down, à l'ouest, enfin sud-ouest. C'est une bourgade sur la route 301, et à l'est, la première agglomération est Getter. »« Est-ce sur une route principale » demanda Andy. « Non, Getter est sur une secondaire. »« Et où conduit la route 301 à part Down » demanda-t-il à nouveau. « Eh bien, jusqu'à Washington, si vous prenez au nord, et pratiquement jusqu'à Richmond en piquant vers le sud. » Andy avait l'intention de questionner Pinchot à propos de Charlie. C'était une partie de son plan, mais la réaction du médecin l'avait un peu effrayé. La manière dont il avait associé les concepts épouse, trou, joli et, très étrange, vie d'ordure était bizarre et quelque peu dérangeante. Cela signifiait sans doute que Pinchot, quoique accessible, n'était pas un bon sujet. Ou bien cela tenait au fait qu'il possédait une personnalité perturbée, sévèrement enfermée dans un corset de normalité, sous lequel se maintenait l'équilibre délicat de Dieu sait quelle force. Pousser des gens dépourvus de stabilité mentale pouvait conduire à toutes sortes de résultats imprévus. Si l'agent ne s'était pas trouvé là, peut-être aurait-il essayé malgré tout. Après ce qu'il venait de vivre, l'idée de jouer avec la tête de Herman Pinchot ne lui inspirait que bien peu de remords, mais à présent il n'osait plus. Un psychiatre doué de la poussée serait sans doute un bienfait pour l'humanité, mais Andy McGee ne faisait pas partie de la corporation. Peut-être était-il stupide de redouter tant de choses d'une simple réaction de la mémoire. Cela s'était déjà produit auparavant, et bien peu de sujets avaient basculé. Mais Andy ne faisait pas confiance à Pinchot. Pinchot souriait. Une voix soudaine, froide et meurtrière résonna en lui, montant d'un puits caché au fond de son subconscient. « Dis-lui de rentrer chez lui et de se suicider, et puis pousse-le de toutes tes forces. » Il écarta cette pensée, horrifié, en proie à une vague nausée. « Eh bien, dit Pinchot, retournant vers lui son sourire, si nous rentrions ?»« D'accord, fit Andy. » Il avait commencé, mais en ce qui concernait Charlie, il se trouvait toujours dans le noir. Mémorandum interdépartement de Herman Pinchot à Patrick Hochstetter, le 12 septembre, sujet Andy McGee. J'ai repris toutes mes notes et la plupart des bandes au cours de ces 3 derniers jours. J'ai également parlé à McGee. La situation n'a enregistré aucun changement notable depuis notre conversation du 5 septembre. Mais pour l'instant, j'aimerais mettre de côté l'idée d'Hawaï si personne n'y voit d'objection sérieuse. Comme le dit lui-même le capitaine Hollister, ce n'est qu'une question d'argent. Du fait, Pat, je pense qu'une dernière série de tests serait plus sage, juste par précaution. Après quoi, nous pourrions revenir au projet original et l'expédier à Maui.
À mon sens, l'opération devrait prendre environ 3 mois. J'attends votre avis pour commencer la procédure administrative. Signé Herman. Mémorandum interdépartement de Patrick Hochstetter à Herman Pinchot, le 13 septembre, sujet Andy McGee. Je ne vous suis pas. La dernière fois que nous nous sommes réunis, nous étions tous d'accord, vous autant que les autres, pour reconnaître que McGee était aussi utile qu'un fusible mort. Il faut bien finir par prendre une décision, non ? Si vous voulez programmer une nouvelle série de tests, une série abrégée, allez-y. Nous commencerons avec la fille la semaine prochaine, mais grâce à l'intervention inepte de certains personnages, je ne pense pas que nous jouirons longtemps de sa collaboration. Tant que ça durera, ce n'est sans doute pas une mauvaise idée que de garder le père sous la main, comme extincteur peut-être. À propos, ce n'est peut-être qu'une question d'argent, mais il s'agit de l'argent des contribuables, et la légèreté dans ce domaine est rarement encouragée, surtout pas par le capitaine Hollister. Tâchez de vous en souvenir, Herman. Prévoyez de le garder au plus 6 à 8 semaines, à moins que vous n'obteniez des résultats, auquel cas je m'engage à bouffer personnellement vos Hug's-Puppies. Signé Patrick. Sale fils de pute, articula Herman Pinchot lorsqu'il eut fini de lire ce mémorandum. Il reprit le 3e paragraphe, tout Hochstetter était là. Hochstetter, qui possédait une Thunderbird de 1958 complètement restaurée, et lui faisait la leçon sur des questions d'argent. Il froissa la feuille et la balança dans la corbeille à papier avant de se renverser dans son fauteuil tournant. 2 mois maximum. Il n'aimait pas ça. Il en aurait fallu 3 au moins. Il avait l'impression que... Incongrue et mystérieuse, la vision du broyeur d'ordures qu'il avait installé chez lui surgit dans son esprit. Encore une chose qu'il n'aimait pas. Le dispositif revenait ces derniers temps de façon obsessionnelle et il n'arrivait pas à le chasser de sa tête. Cela se produisait particulièrement quand il s'efforçait de penser aux problèmes posés par Andy McGee. Le trou sombre au centre de l'évier était protégé par un diaphragme de caoutchouc vaginal. Songeur, il se laissa aller contre le dossier. Lorsqu'il sortit de sa rêverie, sursautant, il fut contrarié de constater que près de 20 minutes s'étaient écoulées. Il prit un mémo vierge et rédigea une note à ce fumier de Hochstetter. Ravalant son orgueil, il s'excusa de son commentaire malvenu sur la question d'argent. Il dut se retenir pour ne pas réitérer sa requête d'un sursis de 3 mois, et dans son esprit, l'image du trou sombre et lisse du vide-ordure surgit à nouveau. Si Hochstetter disait 2, c'était 2. Mais au cas où il obtiendrait des résultats avec McGee, le psychiatre trouverait dans le quart d'heure suivant 2 Hug's-Puppies, pointure 39 sur son sous-main, avec un couteau, une fourchette et un flacon d'attendrisseur de viande. Il termina la note, la parapha et se redressa, se massant les tempes. Il avait la migraine. Au lycée et au collège, Herman Pinchot se travestissait en secret. Il aimait porter des vêtements féminins car ils lui donnaient une allure, très jolie. Au cours de sa première année de collège, il avait été surpris par 2 membres de sa fraternité Delta Tau Delta. Pour le prix de leur silence, il avait imposé une humiliation rituelle, pas tellement éloignée du bizutage auquel il s'était prêté de très bon cœur. À 2 heures du matin, ils avaient répandu des ordures sur le sol de la cuisine de la fraternité et avaient obligé Pinchot, vêtu seulement d'une culotte de femme, d'un porte-jartel, de bas et d'un soutien-gorge bourré de papier hygiénique, à tout nettoyer et laver par terre, sous la menace constante d'être découvert par l'un ou l'autre des frères à la recherche d'un encas nocturne. L'incident s'était conclu par une masturbation mutuelle, événement envers lequel Pinchot devait se sentir reconnaissant, puisque c'était la seule chose qui pouvait forcer ses tortionnaires à respecter leurs promesses de silence. Malgré tout, il avait quitté la fraternité, terrifié et empli de dégoût vis-à-vis de lui-même, principalement parce qu'il avait trouvé l'affaire assez excitante. Depuis, il ne s'était plus jamais habillé en femme. Il n'était pas pédé. Il avait une épouse adorable, 2 enfants charmants, et c'était bien la preuve qu'il ne l'était pas. Il n'avait pas repensé à cet incident depuis des années, et pourtant... L'image du broyeur d'ordures, ce trou noir et lisse garni de caoutchouc demeurait, et sa migraine empirait. L'écho déclenché par la poussée d'Andy avait commencé. Un écho lent et paresseux. L'image, associée à l'idée d'être jolie, était encore un phénomène intermittent. Mais il prendrait de la vitesse pour arriver au ricochet, jusqu'à devenir insupportable.